Voici l'histoire réécrite en français, adaptée à la culture française. L'assiette se fracassa sur le sol en marbre, et toute la salle à manger se figea dans un silence total. Adèle Moreau était déjà à genoux, ramassant les morceaux avec ses mains nues, quand Nathalie se leva de sa chaise. Grand invité regardait la scène. Des fourchettes s'immobilisèrent à mi-chemin. Quelque part, un verre fut reposé avec une délicatesse calculée, comme font les gens quand ils s'apprêtent à savourer la honte d'autrui. « Regardez-la, dit Nathalie, et elle rit. Regardez cette chose qui rampe sur mon plancher. Voilà pourquoi je n'arrête pas de dire à papa de ne pas laisser entrer les gens de la rue dans cette maison. Elle est là depuis 2 ans, et elle n'arrive toujours pas à porter une assiette depuis la cuisine, sans nous couvrir de honte. » Un éclat de porcelaine entailla le pouce d'Adèle. Elle ne tressaillit pas. Elle avait appris depuis longtemps que tressaillir ne faisait que les rendre plus heureux. « Tu es sourde en plus d'être inutile ? Je te parle. Mets-toi correctement à genoux et excuse-toi auprès de mes invités. Petite bonne, où as-tu oublié ce que tu es ?» Adèle leva les yeux, et pendant 1 seconde, avant de les baisser à nouveau, elle vit quelque chose qu'aucun d'eux ne remarqua. Elle vit Henri Leclerc, l'homme le plus riche de cette salle, serrant le bord de la table de ses 2 mains. Son regard n'était pas posé sur sa fille, ni sur l'assiette brisée, mais sur le vieux collier qui pendait à la gorge d'Adèle. Ses mains tremblaient. Personne dans cette salle ne savait ce qui allait arriver. Mais vous êtes sur le point de le découvrir. Installez-vous confortablement, car je dois d'abord vous raconter comment Adèle est arrivée dans cette maison. Parce que pour comprendre la fin, il faut d'abord comprendre la souffrance. Adèle Moreau avait 23 ans, et elle n'avait pas toujours nettoyé les sols des autres. Il fut un temps court et lointain, où elle était assise au premier rang d'une salle de classe dans le quartier de la Goutte, d'Or à Paris, avec les meilleures notes de sa promotion. Ses professeurs l'appelaient « notre petite avocate », à cause de la façon dont elle argumentait, calme et précise, sans jamais hausser la voix, mais sans jamais céder non plus. Elle avait voulu faire du droit. Elle en avait l'intelligence. Ce qu'elle n'avait pas, c'était l'argent. Quand sa mère, maman Chantal, commença à cracher du sang, tout s'arrêta. L'hôpital voulait de l'argent, avant même d'examiner qui que ce soit. Le propriétaire voulait son loyer. Et le rêve de l'université demandait des frais de scolarité qui auraient tout aussi bien pu être le prix de la lune. Alors, Adèle fit ce que les jeunes femmes pauvres font depuis le commencement des temps. Elle plia son rêve, le rangea quelque part au fond de sa poitrine, et alla chercher du travail. C'est ainsi qu'elle se retrouva un matin, à 6h47, devant le portail de la Villa Leclerc à Neuilly-sur-Seine, 2 ans avant la nuit de l'assiette brisée, tenant un petit sac qui contenait tout ce qu'elle possédait. La demeure était du genre qui ne semblait pas réel. Des murs blancs qui s'élevaient vers le ciel, un portail en fer forgé qui s'ouvrait tout seul, des voitures alignées comme dans une salle d'exposition, chacune valant plus que toutes les maisons de la rue d'Adèle réunies. Elle se tint là et se sentit toute petite, comme la mer vous rend petit, et une partie d'elle voulut faire demi-tour et rentrer à la Goutte d'Or. Mais maman Chantal attendait dans une chambre louée avec une toux qui ne la quittait plus. Alors Adèle redressa le dos et entra. La femme qui l'embaucha était la gouvernante. Une vieille dame fatiguée prénommée Madame Françoise, qui avait travaillé dans cette maison depuis 30 ans. Elle la regarda de haut en bas une seule fois, soupira, et lui dit les mots qu'Adèle allait retenir longtemps. « Ma fille, tu es trop belle et trop intelligente pour ce travail. C'est ton problème, pas ta chance. Dans cette maison, ceux qui souffrent le plus sont ceux qui brillent. Alors, si tu es sage, tu garderas la tête baissée. Tu feras ton travail, tu toucheras ton salaire, et tu feras en sorte que personne ne remarque ton visage. Tu m'entends ?» Adèle dit « Oui, madame ». Elle ne comprenait pas encore. Elle comprendrait. Le maître de maison était Henri Leclerc. Tout le monde l'appelait simplement Monsieur Leclerc. C'était un homme à la fin de la cinquantaine, avec du gris qui envahissait sa barbe, et une tranquillité qui faisait baisser la voix même aux gens les plus bruyants. Il avait bâti le groupe Leclerc à partir d'un simple stand de marché pour en faire l'une des plus grandes entreprises de Paris, et on disait qu'il était dur comme le fer en affaires. Mais chez lui, il se déplaçait comme un homme qui porte quelque chose de lourd que personne ne peut voir.
Il souriait rarement. Il ne parlait jamais de son passé. Dans son bureau, il y avait une photographie que personne n'avait le droit de toucher. Elle était posée dans un cadre argenté sur son bureau, légèrement tournée de sorte que lui seul pouvait la voir correctement. Une fois, lors de sa première semaine, Adèle avait tendu la main pour l'épousseter et Madame Françoise avait attrapé son poignet si vite que cela lui avait fait peur. « Jamais !» chuchota la vieille dame. « Jamais touche à celle-là, la dernière fille qu'il a touchée. » Il n'a pas élevé la voix. Il n'avait même pas l'air en colère. Il lui a simplement dit de faire ses bagages et de partir. Alors jamais, Adèle ne la toucha plus jamais. Mais parfois, en nettoyant le bureau, elle surprenait Monsieur Leclerc assis dans le noir devant cette photographie, immobile à regarder. Et elle se demandait qui pouvait mettre une telle tristesse sur le visage d'un homme qui avait tout. Il y avait ensuite Nathalie. Nathalie Leclerc était la fille du frère de Monsieur Leclerc. Ses parents, à elle, étaient morts quand elle était petite. Et l'oncle, qui n'avait pas d'enfant connu, l'avait recueillie et élevée comme une princesse. Et princesse était le mot juste, car Nathalie croyait que le monde avait été construit comme un marchepied pour ses pieds. Elle avait 26 ans, belle avec la froideur de quelqu'un à qui on n'a jamais rien refusé. Et elle avait décidé très tôt qu'elle hériterait du groupe Leclerc, à la mort du vieil homme. Dès le premier jour, Nathalie regarda Adèle et vit une menace qu'elle ne savait pas nommer, et elle la combattit de la seule façon qu'elle connaissait, avec la cruauté. « C'est quoi ton nom déjà ?»« Adèle. »« Adèle, dit-elle en roulant le prénom sur sa langue, comme si elle goûtait quelque chose d'avarié. Grand prénom pour une petite fille. Adèle veut dire noble, tu sais, imagine. Une noble qui récure mes toilettes. Et elle rit, et ses amis rirent. Et Adèle ne dit rien. Les insultes arrivaient chaque jour, et elles n'étaient jamais les mêmes deux fois, parce que Nathalie était intelligente dans sa cruauté. Quand Adèle servait à table, Nathalie disait que ses mains sentaient la rue et que ça lui coupait l'appétit. Quand Adèle portait sa seule belle robe le dimanche, Nathalie demandait à voix haute si l'Église acceptait maintenant les mendiantes et s'habillaient, comme si elles avaient volé dans le panier de la quête. Quand Adèle balayait la cour, Nathalie lui disait qu'elle balayait comme une femme qui n'avait jamais rien possédé qui vaille d'être gardée propre. « Vous les pauvres, vous devenez trop audacieux de nos jours », dit Nathalie un jour en regardant Adèle polir la rampe de l'escalier. « Du temps de ma grand-mère, une bonne savait à quelle place elle était. Elle ne vous regardait pas dans les yeux. Elle n'avait pas d'opinion. Toi, tu portes ta tête comme si tu étais quelqu'un. Laisse-moi te dire quelque chose gratuitement. Une personne devrait connaître son niveau avant de lever les yeux vers un Leclerc. Tu seras en train de frotter des planchers quand tu seras vieille et grise. C'est ce que Dieu a écrit pour les gens comme toi. » Adèle finit la rampe. Elle ne pleurait pas quand Nathalie pouvait la voir. Elle avait une règle sur ce sujet. Elle pleurait la nuit dans le petit logement de service, le visage dans son mince oreiller, pour que personne n'entende. Et le matin, ses yeux étaient clairs et elle repartait au travail. C'est comme ça qu'elle survivait, un jour à la fois, une insulte avalée à la fois, envoyant presque chaque euro gagné à maman Chantal pour payer les médicaments qui la maintenaient en vie. Il y a quelque chose qui arrive à une personne traitée comme moins qu'un être, humain pendant longtemps. Et ce n'est pas ce que les gens imaginent. Les gens imaginent qu'on devient amer, que la haine vous remplit comme l'eau remplit un pot de terre cuite. Mais ce n'est pas ce qui arriva à Adèle. Ce qui arriva fut plus silencieux et plus étrange. Elle devint plus petite. Elle apprit à prendre moins de place, à faire moins de bruit, à avoir besoin de moins, à vouloir moins. Jusqu'au jour où elle surprit son propre reflet dans le verre de la vitrine du salon et ne reconnut pas la femme courbée, prudente et invisible qui la regardait. La fille qui s'était jadis tenue au premier rang d'une salle de classe et avait argumenté comme une avocate était encore là, quelque part. Mais elle avait appris à la plier et à la cacher. Et pourtant, il y avait de petites grâces. Comme il y en a toujours, même dans les endroits les plus durs. Il y avait Madame Françoise, la vieille gouvernante, qui laissait parfois un morceau de viande supplémentaire dans la portion d'Adèle en faisant semblant que c'était une erreur. Il y avait le dimanche matin, le seul demi-jour qu'Adèle avait pour elle,
Quand elle prenait 2 métros jusqu'à la Goutte d'Or et s'asseyait avec sa mère, lui tenait la main, écoutait sa toux, et lui racontait chaque semaine le même doux mensonge, que le travail était bien, que les gens étaient gentils, qu'elle était heureuse, parce que maman Chantal avait tout donné pour sa fille. Et la moindre des choses que la fille pouvait faire était de la laisser croire que le sacrifice avait atterri, quelque part doucement. « Tu es trop maigre », lui disait sa mère chaque dimanche en la scrutant. « Est-ce qu'ils te nourrissent dans cette grande maison ?»« Ils me nourrissent bien, maman. Arrête de t'inquiéter. L'inquiétude est mauvaise pour ta poitrine. Et la famille du patron, ils te traitent avec respect, comme l'une des leurs ?» Et Adèle souriait, et sa mère, qui avait elle-même passé sa vie à sourire des mensonges par amour, choisissait de croire le mensonge, parce que le croire était la seule chose qui lui permettait de dormir. Tel était le rythme de la vie d'Adèle pendant 2 ans. La souffrance le jour, le rapetissement le soir et un demi-jour par semaine. À faire semblant pour sa mère d'être quelqu'un dont la vie n'avait pas été volée. Elle ne se plaignait pas, elle ne se brisait pas, elle endurait simplement, comme la tortue sur son collier était censée l'enseigner, lente et patiente, portant toute sa maison sur son dos, attendant un lendemain auquel elle ne croyait plus vraiment. Il n'y avait qu'une seule personne dans cette maison qui traitait Adèle comme un être humain, et c'était la dernière à laquelle elle s'attendait. C'était Monsieur Leclerc lui-même. Elle le remarqua d'abord dans de petites choses. Il commença à lui dire bonjour, ce que les riches ne font pas à leurs domestiques. Quand elle lui apportait son thé, il demandait, de sa voix tranquille, comment elle allait, et il semblait vraiment attendre la réponse. Une fois, il la trouva mangeant seule dans la cuisine, une petite portion de riz parce qu'elle renvoyait son argent de nourriture chez elle. Et le lendemain, Madame Françoise lui dit, l'air perplexe, que Monsieur Leclerc avait donné une instruction permanente, la bonne. Adèle devait manger des repas complets depuis la cuisine familiale, et il n'y aurait aucune discussion là-dessus. Adèle ne comprenait pas. Elle était reconnaissante, mais elle ne comprenait pas. Et Nathalie non plus, qui observait l'étrange douceur du vieil, homme envers la bonne, avec des yeux qui devenaient chaque semaine plus froids. Ce qu'Adèle ne savait pas, ce que personne dans cette maison ne savait, c'était ce que Monsieur Leclerc voyait chaque fois qu'il la regardait. Elle portait un collier, une vieille chaîne fine avec un petit pendentif en forme de tortue, du genre qu'un artisan de village fabriquerait. Rien de précieux, rien qui attirerait le regard d'un voleur. Elle ne l'enlevait jamais. Sa mère le lui avait donné quand elle était enfant et lui avait dit avec une étrange fermeté, « Ceci vient de ton père. Quoi qu'il arrive dans cette vie, ne le perds pas. C'est la seule chose qu'il t'ait jamais donnée, et un jour, il pourra peut-être te rendre quelque chose que tu as perdu. » Adèle n'avait jamais rencontré son père. Maman Chantal ne parlait pas de lui. L'histoire se résumait à ceci. C'était un homme mauvais d'une famille riche qui les avait jetés dehors. Et c'était la fin. La première fois qu'Henri Leclerc vit ce pendentif tortu autour du cou de sa bonne, quelque chose se passa dans sa poitrine qu'il ne pouvait pas s'expliquer, parce qu'il avait déjà vu ce pendentif. Il avait tenu son jumeau dans sa propre main 25 ans auparavant, lors de la pire nuit de sa vie. Mais il se dit que c'était une coïncidence. Le monde est plein de pendentifs tortus. Il était un vieil homme qui faisait des sottises. Et alors il ne dit rien, il observa, il attendit, et il souffrit en silence, comme il s'était appris à souffrir. Ce qui nous ramène à la nuit de l'assiette brisée. C'était l'anniversaire de Nathalie. La maison était pleine de gens importants. Le genre qui possède des journaux et siège dans des conseils d'administration. Et Nathalie était au centre de tout cela, rayonnante, reine de la soirée. Adèle était debout depuis 5 heures du matin. Au moment où elle porta le plateau de porcelaine fine dans la salle à manger, ses mains n'étaient plus tout à fait les siennes. Le bord du tapis attrapa son pied. L'assiette glissa, et c'est là que nous avons commencé. À genoux, du sang sur le pouce, il y a 30 paires d'yeux, et Nathalie qui se leva de sa chaise pour exécuter l'humiliation, qu'elle attendait depuis 2 ans, devant un public qui en valait la peine. « Excuse-toi, petite bonne. À genoux, maintenant. Ça suffit. » La voix n'était pas forte, mais elle arrêta la salle comme le tonnerre arrête une salle. Henri Leclerc s'était levé de son siège en bout de table
et il ne regardait pas l'assiette brisée. « Papa !» dit Nathalie. « J'ai dit ça suffit, Nathalie. » Il contourna la table lentement. Un vieux lion que tout le monde dans cette salle avait oublié d'être encore un lion. Il s'agenouilla. Henri Leclerc, patron du groupe Leclerc, s'agenouilla sur son propre sol en marbre devant 30 invités importants et prit les bouts de porcelaine des mains, ensanglantées d'Adèle. Lève. Here is a short version in French. Après l'humiliation de l'assiette brisée, Monsieur Leclerc défend Adèle devant tous les invités, ce qui rend Nathalie furieuse. Jalouse et inquiète de perdre son héritage, Nathalie appelle l'avocat de la famille, Maître Renaud, pour piéger Adèle. Avec son aide, elle fait disparaître une bague en diamant et la cache. Dans la chambre d'Adèle, toute la maison l'accuse de vol, mais Adèle affirme calmement son innocence. Madame Françoise tente de la défendre, mais Nathalie exige qu'on appelle la police. Au même moment, Thomas revient de Lyon et remarque que l'accusation ne tient pas debout, car seules quelques personnes connaissent le code du coffre-fort. Avant qu'il puisse vérifier les caméras, Monsieur Leclerc s'effondre et est transporté à l'hôpital. Malgré tout ce qu'elle a subi, Adèle va à la clinique pour savoir s'il va bien. Thomas la trouve dehors, après une nuit passée sur le trottoir, et la fait entrer. À l'hôpital, Monsieur Leclerc reconnaît son collier tortu et découvre qu'Adèle est sa fille perdue, née de son amour passé avec Chantal. Plus tard, un test ADN confirme la vérité. Thomas récupère aussi les vidéos de surveillance, qui prouvent que Nathalie et Maître Renaud ont piégé Adèle. Ils sont arrêtés pour vol, fraude et fausse accusation. Monsieur Leclerc veut donner tout son empire à Adèle, mais elle refuse. Elle choisit de reprendre ses études de droit et de construire sa propre vie. Sa mère est soignée, la famille se réunit, et Adèle devient une femme forte, digne et libre. La leçon de l'histoire: il ne faut jamais juger une personne par son travail, ses vêtements ou sa pauvreté. Chaque personne mérite respect et dignité.